Bonsoir et bienvenue dans cette édition dans l'actualité ce soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est exprimé aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. C'était à la faveur de la 72e Assemblée générale de l'institution ouverte hier à New York. Le chef de l'État s'est prononcé sur les crises majeures que connaît la planète. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, la première dame Dominique Ouattara a pris part hier à une rencontre de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Cette réunion de haut niveau a planché sur le partenariat mondial pour tirer profit du dividende démographique sur le continent. Le bilan s'alourdit d'heure en heure au Mexique. Un violent séisme de magnitude 7,1 a frappé le centre du pays. Au moins 248 personnes sont décédées à la suite de ce puissant tremblement de terre. Merci de nous rejoindre pour ce tour de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part depuis hier à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce mercredi, le chef de l'État a pris la parole à la tribune de l'institution. Il est revenu sur la position de la Côte d'Ivoire sur les crises majeures que connaît la planète. Awa Touré. Pour son grand oral à la tribune de la 72e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Alassane Ouattara s'est d'abord acquitté d'un devoir de reconnaissance après la brillante élection de la Côte d'Ivoire pour un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Je voudrais vous exprimer la gratitude du peuple ivoirien pour la grande mobilisation de vos pays qui a porté la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. Cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays en faveur de la paix et du dialogue. Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Les leçons de cette opération de paix, reconnue par tous comme l'un des rares succès de notre organisation mondiale dans le domaine du maintien de la paix depuis plusieurs décennies, doivent inspirer davantage les Nations unies et dans leur quête et leurs initiatives en faveur de la paix. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité que vous venez de lui confier, la Côte d'Ivoire entend œuvrer à la promotion de compromis justes et pragmatiques dans le règlement des crises inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. Le thème de cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée, est selon le président Alassane Ouattara une interpellation sur l'urgence de préserver notre planète. Aucun pays n'est à l'abri des effets dévastateurs de phénomènes climatiques qui mettent à mal les populations et l'économie de nos pays. Nous devons donc agir vite, avec responsabilité, si nous voulons préserver notre cadre de vie et notre planète. S'agissant de l'accord de Paris sur le climat, mon gouvernement respectera sa signature et veillera, entre autres, à la poursuite de la transition énergétique, au développement d'une agriculture intelligente, à la préservation de la protection de l'environnement. Il est urgent que chaque pays, à l'instar de la Côte d'Ivoire, respecte ses engagements librement consentis dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Dans la même dynamique, les pays développés doivent honorer leurs engagements en faveur du financement, de l'adaptation des économies des pays du Sud aux effets du réchauffement climatique. Il est urgent de prendre les mesures adéquates, notamment par l'adoption d'un pacte international sur l'environnement
proposée par la France. Face au terrorisme qui gagne du terrain, le chef de l'État a plaidé pour une intensification des appuis des grandes puissances. Depuis 2001, l'architecture antiterroriste mondiale mise en place par notre organisation s'est considérablement renforcée au plan légal et en matière de coordination de l'action internationale. En dépit de ces évolutions encourageantes et du succès des opérations antiterroristes menées par les grandes puissances et leurs alliés au Moyen-Orient et dans une moindre mesure en Afrique, le monde peine à trouver une réponse collective satisfaisante contre le terrorisme. Dans ces conditions, ces succès importants resteront vains et la menace terroriste toujours préoccupante si l'Afrique continue d'être le ventre mou de la lutte contre le terrorisme mondial. Les grandes puissances doivent donc intensifier leur engagement contre le terrorisme en Afrique et soutenir davantage les efforts du continent et des Nations Unies. Ce soutien, nous le voulons et nous le demandons en faveur du G5 Sahel, dont l'action est capitale pour la sécurité d'une large partie du continent africain. Et pour sa part, la Côte d'Ivoire fera du soutien au G5 Sahel et de la lutte contre le terrorisme en Afrique l'une des priorités de son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies, car sans stabilité, il n'y a pas de développement. Sur la question de l'armement nucléaire, le président Alassane Ouattara préconise le dialogue. La préservation de la paix et de la sécurité dans le monde passe également par la gestion stricte de la question des armes nucléaires. Nous devons à ce propos tout mettre en œuvre dans le cadre du Conseil de sécurité pour trouver une solution pacifique aux graves tensions nucléaires dans la péninsule coréenne. Tout recours à l'arme nucléaire dans cette région marquerait la faillite morale de notre civilisation et la fin de l'époque que nous vivons. Elle ferait courir le risque d'un conflit nucléaire aux conséquences imprévisibles. J'invite donc les puissances, les grandes puissances, à la retenue. Oui, et au dialogue avec la Corée du Nord, afin de créer des conditions d'une désescalade durable et de rassurer le monde sur le maintien de la stabilité et de la paix dans cette région. Autre préoccupation, les migrations forcées qui sont en train de fragiliser toutes les frontières. Toutes les actions en vue de lutter contre l'immigration clandestine, le trafic des êtres humains et la contrebande n'ont pas empêché ce phénomène qui continue d'engloutir des milliers de jeunes en provenance des pays africains dans la Méditerranée. Bien au contraire, elles ont contribué d'un pied des cas à la fragilisation, oui, à la fragilisation de la démocratie et à la montée des sentiments extrêmes, y compris dans les démocraties occidentales établies. Pour mettre fin à ces migrations périlleuses, les pays développés, notamment les pays et les régions d'accueil des migrants, doivent mobiliser les investissements et les ressources nécessaires au financement du développement dans les pays de départ et de transit des migrants, afin de permettre à leurs économies de créer des emplois et d'offrir ainsi des opportunités à leur jeunesse. La lutte contre les passeurs dans les pays d'origine devra également s'intensifier. Au-delà de ces efforts, la communauté internationale doit mettre fin à la guerre en Libye et démanteler les groupes terroristes et de passeurs qui entretiennent le trafic d'êtres humains. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs lancé un appel pressant à tous les États afin que la mobilisation autour des ODD
ne faiblissent pas. Les objectifs du développement durable qui constituent aujourd'hui la voie idéale pour un développement harmonieux. Hier, le chef de l'État a assisté à l'ouverture du débat général de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Thème retenu, priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. L'ONU entend mettre la paix et la prévention au centre de toutes ses activités. Le point d'Awatouri. Le débat général de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies est l'occasion pour les dirigeants du monde, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, de se retrouver au siège de l'ONU pour discuter des questions d'ordre international. Un débat articulé autour des thèmes de la paix et du développement durable. Pour le président de l'Assemblée générale, le Slovaque Miroslav Lajčák, c'est une session des grandes premières avec la négociation du premier pacte intergouvernemental sur les migrations forcées. C'était par ailleurs le baptême de feu de plusieurs personnalités de premier plan, notamment les présidents français Emmanuel Macron, américain Donald Trump et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Antonio Guterres qui a appelé les pays membres de l'ONU à agir ensemble pour un monde meilleur, un monde en paix. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multirégional, multiethnique, et cette diversité doit être considérée non pas comme une menace, mais comme une richesse. Mais pour que la diversité soit une réussite, nous devons investir dans la cohésion sociale. Et ce, afin que chacun ait le sentiment que son identité est respectée, afin que chacun estime avoir un enjeu dans la communauté. Le président américain a pour sa part dénoncé les nouveaux dangers qui viennent compromettre les acquis. Il s'agit entre autres du terrorisme, du trafic de drogue, la traite des personnes et les migrations forcées qui menacent les frontières. Nous nous réunissons ici à une époque marquée par d'énormes promesses, mais également d'énormes périls. Il nous appartient de voir si nous allons permettre au monde d'avancer ou au contraire de reculer. Le chef de l'État français, qui s'est dit déterminé à mettre en œuvre l'accord de Paris, a pour sa part indiqué que cet accord sur le climat ne sera pas renégocié avant de réaffirmer que la France sera toujours aux côtés des plus démunis. Et je sais que le devoir de la France est de parler pour ceux qu'on n'entend pas. Car parler pour eux, c'est aussi parler pour nous, aujourd'hui ou demain. Et en ce jour, ce sont ces voix oubliées que je veux porter. Le débat général qui va se poursuivre jusqu'au 25 septembre va permettre à chaque État membre d'apporter sa pierre à l'édification d'un monde meilleur. À l'invitation du président français Emmanuel Macron, le président Alassane Ouattara a pris part au lancement du Pacte mondial pour l'environnement. Ce projet devrait permettre d'aller plus loin dans la protection de la nature. Nous restons avec Awatouri. Le Pacte mondial pour l'environnement est la suite logique de Rio+20, l'agenda 2030 adopté en 2015 et l'accord de Paris entré en vigueur en 2016. Cette proposition portée par la France pourrait aboutir à un premier accord juridiquement contraignant qui rassemble et harmonise l'ensemble des droits environnementaux en un document unique. Un outil universel nécessaire à la mise en œuvre des règles sur l'environnement. Il s'agit pour le président français de combler un retard parce que cette initiative aurait dû être prise depuis bien longtemps afin de construire le droit dont l'écosystème mondial a besoin. Un projet qui constitue pour lui une magnifique base de travail. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajčák, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, les représentants de chaque continent et les organisations internationales invitées au lancement de ce pacte mondial pour l'environnement ont tous salué cette belle initiative du président français Emmanuel Macron
avant de dire leur adhésion totale à ce projet pour sauver la planète. Dans la même foulée, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président du Conseil européen, Donald Tusk, sur le sommet Afrique-Union européenne qui est prévu pour se tenir à Abidjan en novembre 2017. Le chef de l'État a également échangé avec la présidente de l'Estonie, Kersti Kaljulaid. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Estonie était au cœur des échanges. En marge de la 72e Assemblée générale de l'ONU, la première dame Dominique Ouattara a participé hier à une rencontre de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Cette réunion de haut niveau a porté sur le partenariat mondial pour tirer profit du dividende démographique sur le continent. 2 panels ont été organisés. L'un des thèmes évoqués est la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour exploiter le dividende démographique en Afrique, mettre fin au sida d'ici à 2030. La première dame a fait un plaidoyer pour une meilleure prise en charge de la jeunesse en termes de prévention et de traitement du VIH-Sida. Ici, en Côte d'Ivoire, parlons sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a une séance de travail avec la haute hiérarchie de la police. Sidiki Diakité a encouragé et félicité les agents de police pour leur attitude républicaine adoptée ces derniers jours sur le terrain dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre. Il a également visité des policiers blessés lors des manifestations des étudiants. Dans un autre registre, la CEI, Commission électorale indépendante, a entrepris d'adapter le code électoral à la nouvelle constitution. Elle a tenu à cet effet une rencontre à Grand-Bassam autour du thème « Revue du cadre légal des élections à la lumière des innovations induites par la Constitution de la Troisième République ». Le compte-rendu de Sidonie Davila. La nouvelle constitution modifie certaines dispositions du code électoral. Il est donc nécessaire de la réviser afin de l'harmoniser pour les échéances futures. Je prendrai 3 articles essentiels. Sur la condition d'éligibilité, l'interruption du processus électoral et 3e élément, les conditions d'éligibilité, l'examen des conditions d'éligibilité par le Conseil constitutionnel. Alors sur les conditions d'éligibilité, il y a une modification substantielle en ce sens que le président de la République n'est plus ivoirien de naissance, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Maintenant, il doit être ivoirien de naissance, né de père ou de mère ivoirienne de naissance. Donc ça change fondamentalement. Sur 103 articles relatifs à l'élection présidentielle et aux élections législatives, 43 doivent être revus selon le professeur Ouraga Oubou, par ailleurs président du comité d'experts chargé de la rédaction de la nouvelle constitution. Il revient, selon lui, aux législateurs de faire la lumière sur les dispositions du code électoral. Ce séminaire, organisé par la Commission électorale indépendante, CEI, permettra d'accorder les points de vue des acteurs politiques concernés. Il apparaît important d'ajuster le code électoral à la nouvelle constitution afin que les gens sachent que la nouvelle constitution est aussi faite pour le renforcement de la démocratie, s'adapte au travail qui est organisé et exécuté par la Commission électorale. Le nouveau code électoral devra mettre en ligne toutes les recommandations faites par la nouvelle Constitution. À Grand-Bassam sont réunis tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les présidents d'institutions pour la revue du cadre légal des élections à la lumière des innovations induites par la Constitution de la Troisième République. Thème du séminaire qui se tient du 20 au 22 septembre. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs membres de la conférence des présidents à une réunion qui se tiendra le jeudi 21 septembre 2017 à 10 h à la rotonde de l'Assemblée nationale. Coopération Côte d'Ivoire-Japon du 11 au 13 septembre dernier, le ministre Robert Begré-Mambé était dans la ville de Yokohama. Ce séjour lui a permis de signer un accord de jumelage avec la ville hôte. Issaïou.
L'axe de coopération culturelle et économique entre la Côte d'Ivoire et le Japon se porte bien. Le ministre Robert Begremambé, gouverneur du district d'Abidjan, et la maire de Yokohama, Fumiko Hayashi, viennent de renforcer cette coopération à travers un protocole de jumelage. Ce protocole vise à établir et à approfondir les relations de coopération culturelle et des partenariats économiques afin de contribuer à la paix et au développement dans les deux pays. Notre présence ici, c'est pour exprimer notre volonté de travailler avec Yokohama. Il est nécessaire que nous sachions partager notre expérience du développement. C'est ce que nous sommes venus chercher. Un dîner a été offert à l'honneur du ministre-gouverneur et sa délégation, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Japon, Jérôme Klo Wea. Yokohama est le siège de plusieurs grandes sociétés automobiles et informatiques. Un mot d'agriculture, le forum sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique s'est tenu ce matin ici à Abidjan. Il a réuni 15 pays d'Afrique et d'Europe. Les participants ont réfléchi aux actions à mener pour réduire la faim et accompagner les petits exploitants agricoles dans leur production. Frédéric Oulaï, Grace Kondo. Les petits exploitants agricoles jouent un rôle important dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon la FAO, ces exploitants assurent 70% des productions alimentaires. Les petits exploitants, c'est tous les artisans, tous les petits producteurs qui ont parfois des lopins de terre ou alors de petites exploitations pour produire du vivrier, sont aussi des transformateurs de produits, aussi bien au niveau de l'agriculture qu'au niveau de la pêche, au niveau de l'aquaculture et au niveau de l'élevage. Les exploitants agricoles sont souvent confrontés à d'énormes difficultés, entre autres instabilité des revenus, prix dérisoire des produits imposés par l'acheteur, difficulté d'accès aux marchés internationaux. Pour réfléchir sur ces différents maux qui minent le secteur, un forum est initié à Abidjan autour du thème « Soutenir l'accès des petits exploitants au marché pour augmenter la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition en Afrique de l'Ouest ». Notre agriculture est beaucoup plus familiale et comme nous sommes dans la dynamique justement d'organisation de nos petits producteurs, et nous pensons que c'est un avantage énorme pour notre pays. Pour que les petits exploitants auront accès aux informations, au crédit, à savoir comment elles peuvent augmenter leur production pour qu'elles puissent avoir accès au marché. La rencontre réunit 15 pays d'Afrique et d'Europe. Elle sera sanctionnée par des recommandations relatives aux préoccupations des petits exploitants agricoles. Le directeur général de la SICOGI a effectué hier une visite de terrain dans la commune de Yopougon. Boaké Fofana est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux des 235 logements économiques qui seront bientôt livrés. Nous poursuivons avec Frédéric Oulaï et Grace Kandou. À Zito, dans la commune de Yopougon. Sur ce site de 10 hectares, 1250 logements. À ce jour, 235 maisons, dont 55 duplex et 180 appartements sont achevées. Elles seront livrées aux acquéreurs dans les prochains jours. Avant la remise des clés, le directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, effectue une visite sur le site. Objectif, aller constater la fin des travaux de cette première tranche. La remise des clés, donc la cérémonie officielle de remise des clés qui devrait intervenir, ça serait en octobre. Le site, vous le voyez, est excellent et ça préfigure un peu des futurs programmes. Certains clients ont fait des versements depuis de longs mois, voire des années. Aujourd'hui, nous sommes à la sortie du tunnel. Il a dit également que leur partenaire, la SICOGI, est de retour. Remercier nos actionnaires, en premier lieu l'État, qui nous a assuré de son appui et de son soutien. Le réseau assainissement est bouclé, le réseau électrique est bouclé, le réseau d'adduction d'eau potable est fin prêt.
Nous allons faire le rinçage dans ces 2 jours pour que les clients arrivant puissent aller faire les abonnements à la SODECI, également pour les questions des réseaux d'électrification. Mais aujourd'hui, l'élément essentiel qui va être fait d'ici là, c'est le revêtement des voies. En plus de l'opération Azito, le directeur général de la SICOJ annonce d'autres promotions immobilières. Toutes ces opérations visent à apporter une réponse au problème du logement en Côte d'Ivoire. Cérémonie de distinction à Ferké, 57 agents du secteur sucrier ont été décorés par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. Kader Sogodougou. La Côte d'Ivoire, avec environ 24 000 hectares de canne à sucre et une production de plus de 180 000 tonnes de sucre par an, est le premier producteur de sucre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. 2 zones de production dans le pays. Le centre-ouest avec Borotou et Zenoula. Le nord avec Fekese-Dougou. 80% de la production couvre les besoins du pays et 20% vendus sur des marchés africains et européens. Le dynamisme de ce secteur est à mettre à l'actif de ces travailleurs. 57 d'entre eux, après plus de 30 ans de présence en plantation, en usine ou en administration, sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Il s'agit d'une population de travailleurs qui non seulement ont apporté l'industrie sucrière sur les fonds baptismaux, mais aussi celle qui a contribué largement à réaliser l'intégration des hommes et partant l'intégration du territoire national. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille d'honneur du travail. Un mot des récipiendaires. En ce jour mémorable, je prends ici la parole au nom de tous les récipiendaires retraités pour dire combien de fois nous sommes honorés. Un secteur qui contribue énormément à l'essor de l'économie ivoirienne. Merci pour la qualité du travail accompli et pour la précieuse contribution que vous apportez à l'édification d'une économie dynamique, forte et prospère dans notre beau pays. Servir pendant 30 ans pour certains et 38 ans pour d'autres, une retraite qui s'annonce certainement sucrée à travers ces pas de danse des récipiendaires. Sous d'autres cieux, à 11 jours du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, considéré comme illégal par la justice espagnole, Madrid a franchi aujourd'hui un nouveau pas pour tenter de paralyser la consultation. La garde a effectué une quarantaine de perquisitions, notamment dans des bâtiments officiels du gouvernement autonome catalan. Elle a arrêté le secrétaire général à l'économie et aux finances de la région, Josep Maria Jové, ainsi que 13 autres personnes, pour la plupart des hauts fonctionnaires. Les forces de l'ordre ont saisi près de 10 millions de bulletins de vote. L'État espagnol a suspendu le gouvernement autonome de la Catalogne et a instauré un état d'urgence. Le bilan s'alourdit au Mexique. Au moins 248 personnes sont décédées à la suite d'un puissant tremblement de terre survenu hier dans le pays. Une vingtaine d'enfants ont péri et une autre vingtaine sont portés disparus après l'effondrement d'une école de Mexico, la capitale. Cette nouvelle secousse intervient quelques jours à peine après un tremblement de terre d'une magnitude de 8,2 dans le sud du pays qui avait fait une centaine de morts début septembre. Herman Guivi. Plus de 200 morts, dont 86 dans le centre de Mexico. C'est le dernier bilan affiché par les autorités mexicaines au lendemain du séisme de magnitude 7.1 qui a frappé le Mexique. Parmi ces victimes, 21 écoliers, tous ensevelis sous leur école. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Le nombre d'écoliers portés disparus oscille entre 30 et 40. Au cours de la nuit, plusieurs enfants ont été extraits vivants de ces décombres. Ces images aériennes présentent l'ampleur des dégâts et donnent le détail de ce qui reste de l'école Enrique Rebsamen de Mexico après le séisme. Plus le temps passe et plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Les secours et autres sauveteurs veulent malgré tout garder espoir. Caterpillar, pelleteuses et forts de bénévoles, tout y passe pour tenter de sauver ceux qui peuvent encore être sauvés. À l'Assemblée générale de l'ONU ce mercredi matin, le ministre mexicain des Affaires étrangères a salué l'aide internationale déjà offerte par plusieurs pays et indiqué qu'elle commençait à être acheminée vers Mexico, la capitale du Mexique.
Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.